Salut la team et bienvenue pour la preview de la dernière semaine de saison régulière. Et qui dit dernière dit spécial choc de division. Cette semaine, on vous parlera des set games puisqu'il n'y a plus de Thursday Night. Et on a essayé de faire également un petit écrémage puisque certains matchs seront sans réel intérêt sur le plan des playoffs. Et que serait un épisode de ce week-end en NFL sans notre monsieur RDS, même si cette semaine, t'es pas le seul à avoir été sur les ondes. Salut mon Ah, Renaud, exact. comment vas-tu? Salut. Et surtout, bonne année! Salut, merci. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tous les auditeurs. Content de retour en 2024 en force pour commencer ça. Puis on a un gros programme là, devant nous parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour les éliminatoires. Il y a des équipes évidemment là, pour qui c'est déjà terminé à ce point-ci de la saison, mais quand même, là, il y a de gros duels qui vont arriver samedi et dimanche. Oui, monsieur. Bah écoute, je te propose qu'on commence tout de suite. Match d'ouverture, ce sera samedi 16h30 sur la côte Est, 22h30 en France. Les Ravens, 13 victoires, 3 défaites face aux Steelers, 9 victoires, 7 défaites. Le miracle de la fin d'année semble avoir fonctionné et Mason Rudolph sera bien de retour au poste de quarterback pour le gros duel. Alors, Renaud, les Ravens éclatent tout sur leur passage. Mike Tomlin a, comme les élèves, les bons élèves moyens, j'ai envie de dire, atteint la moyenne. Est-ce que Pittsburgh a réellement une chance ou est-ce que ça va être un simple tir au pigeon? Ben, ça dépend de ce que les Ravens vont faire en termes de personnel dans le match, mais moi, c'est un match qui m'intéresse justement pour ça, parce que, bon, Baltimore a déjà assuré d'avoir le premier rang dans l'américaine, la semaine de congé, les éliminatoires à domicile. Donc, à ce niveau-là, pour eux, à quel point est-ce qu'on va vouloir faire jouer Lamar Jackson, l'exposer à des blessures? Vrai aussi avec un Odell Beckham qui est blessé à pratiquement toutes les semaines, les autres joueurs clés. Mais étant donné qu'on sait qu'on a aussi une semaine de congé la semaine suivante, est-ce qu'on va vouloir garder un peu tout le monde en forme, c'est-à-dire leur donner quoi, un quart de jeu, peut-être une ou deux séquences à l'attaque de jeu ou en défense pour les joueurs défensifs? Donc, pour les Ravens, c'est de savoir si on va faire jouer les partants et combien de temps on va le faire jouer. Mais du côté des Steelers, c'est un match extrêmement important. Si on veut participer aux éliminatoires, ben, on n'a pas le choix, il faut le gagner. Ça prend même une combinaison là, avec, d'autres équipes là, si on veut y arriver. Donc, il y a un peu de mathématiques pour les Steelers, mais c'est pas à la impossible là, comme les Falcons d'Atlanta. C'est quand même un scénario plausible. Puis, considérant le fait qu'ils vont possiblement jouer pendant une bonne partie du match contre des joueurs suppléants, je m'attends à voir les Steelers sortir fort puis aller gagner là, ce match-là. C'est pour ça que j'ai mis que c'était un match intéressant parce que pour moi, ça va être un duel tellement important pour Pittsburgh. Puis ils ont, on dirait un miracle en ce moment avec Mason Rudolph, qui est un joueur qu'on connaissait, qu'on savait qu'il était très ordinaire. Ben là, il joue du gros football. Oui, l'attaque des Steelers passe par le jeu au sol, mais la semaine dernière, Mason Rudolph, il n'a fait aucune erreur. Il n'y a aucune fois dans le match où on a dit oh, ce qu'il fait, c'est dangereux. Il a failli coûter une opportunité à son équipe. C'est jamais arrivé contre Seattle. Et puis, l'équipe est allée chercher 400 verges d'attaque totale pour seulement la deuxième fois en quoi? 4 ans maintenant, ben, depuis que Matt Canada était là. Puis là, c'est la deuxième fois. Matt Canada ne l'a jamais fait en 2 ans et demi. Puis là, c'est la deuxième fois en quelques matchs seulement avec 2 quarts différents qu'on réussit à le faire du côté de Pittsburgh. Donc, non, j'ai bon espoir pour ce match-là. Puis tu sais quoi? Je pense que les Steelers vont le gagner. Oh, direct d'upset en d'emblée 2024, bonne Ben, résolution. ils vont le gagner J'ai envie contre des réservistes, là, on s'entend. Ah, tu mets la misère. Moi, j'ai quand même envie de te dire, ne mettez pas tous vos joueurs principaux sur le banc, surtout si tu as le side 1. Le side 1, on sait ce que ça implique, c'est-à-dire Mm-hmm. la première place. Donc, la place d'une semaine de bye week, c'est Ouais, dangereux, ça. C'est extrêmement dangereux. Donc, il faut pas mettre tout le monde sur le banc. je Même suis si c'est vrai d'accord. que côté blessure, mais au moins jouer la moitié du match. Moi, je pense que vu ce que nous montrent les Ravens actuellement, ça va être vraiment, ils marchent sur l'eau, les Ravens. Les Ravens marchent sur l'eau et je pense que ça peut être un beau, même si j'ai mis une note de 1, ça peut être un match quand même assez serré, mais je vois quand même les Ravens OK. largement au-dessus, même si les Steelers ont réussi à faire quand même 2 matchs à plus de 30 points. Donc, du coup, moi, je vais quand même partir sur les Ravens. Second match du samedi, ça sera à 20h15 au Québec et 2h15 en France. Les Colts accueillent au Lucas Oil Stadium les Texans. Les deux franchises sont à 9 victoires, 7 défaites et les deux peuvent prétendre à une place en playoff. Beau duel en perspective, les deux franchises sont capables de tout. Les Colts l'avaient emporté en début de saison, les Texans compteront sur leur jeune talent en attaque comme en défense. Alors Renaud, franchement, dur de trouver un réel favori dans ce match, quoi.
Ouais, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que les deux équipes ont vraiment également leur chance dans ce duel-là. Puis on est chanceux, comme tu as dit, il y a une implication importante, là. L'équipe qui gagne risque très fortement de participer aux éliminatoires. Non, moi, c'est sûr et certain, samedi soir, je vais être arrivé sur l'écran pour rien manquer. CJ Stroud est revenu au jeu la semaine dernière. Par contre, il ne compte pas, hein, sur Tank Dell. On le sait qu'il est blessé pour le reste de la saison, mais quand même, je trouve pas que ça a paru. Il est revenu dans la formation. Ça s'est bien passé pour lui. Il a joué un bon match. Il a donné une opportunité aux Texans de faire des jeux. Donc, ça, c'était bien. Puis du côté des Colts d'Indianapolis, ben, on dirait que la surprise n'arrête pas depuis le début de la saison. On n'arrête pas de se demander à chaque semaine quand est-ce qu'ils vont tomber. Il y a quoi, 2 semaines maintenant, il avait subi une défaite où il avait mal paru. Puis on s'est tous dit, ah, est-ce qu'ils viennent de frapper leur mur? Est-ce que c'est là qu'a été atteinte la limite pour la saison 2023 avec Gardner Minshew au poste de corps? Ben non, ils se sont relevés encore. Non, j'aime bien ces deux équipes-là. Ça va être un match spectaculaire. Ça va être un match important aussi. Parfait pour la dernière semaine de la NFL, ça, c'est sûr. Mhm. Et sur qui, donc, du coup, tu vas partir sur qui, là, pour ce match? Je vais y aller avec les Texans. J'aime la jeunesse des Texans. J'aime l'énergie des Texans. Donc, pourquoi pas Houston. Performance signature de CJ Stroud, peut-être pour cimenter son titre là, de recrue offensive de l'année. Ouais, je pense, de toute façon, c'est quasi acquis pour lui à ce niveau-là. Ouais, ouais, on Et est d'accord. je, je vais pas Quoique argumenter plus. Ouais. Puka Nakua pourrait Euh, avoir un bon argument. ouais, mais bon, c'est comme le MVP, tu vois, c'est un peu Ouais, ouais, biaisé quand t'es quarterback, quoi. on s'entend. Voilà. Donc, je vais te rejoindre. Je pense que les Texans sont, entre guillemets, un peu plus frais aussi. Donc, je vais partir aussi sur Houston pour, le side en playoff et pour la victoire. Direction la première série du dimanche et chose peu commune, la première série aura 6 matchs alors que la seconde aura 7 matchs. C'est assez Mhm. rare pour être souligné. Et commençons par le match des bas-fonds, j'ai envie de dire, entre deux équipes qui n'ont absolument plus rien à jouer. Les Patriots, 4 victoires, 12 défaites face aux Jets, 6 victoires, 10 défaites. Alors franchement, mis à part le dernier match en tant qu'entraîneur peut-être de Saleh et de Bilou, est-ce que tu retiens quelque chose dans ce match? Il sera pas franchement intéressant, voire pour pas être plus Ben, vulgaire. non, non, deux équipes complètement, deux attaques, je vais dire, complètement anémiques. La défense des Patriots, écoute, du début à la fin de la saison, la défense des Patriots aura fait du bon travail, aura tout tenté pour sauver sa saison. Contre les Bills la semaine dernière, on s'est incliné. Les unités spéciales ont contribué avec un retour de beauté sur le premier jeu du match pour un toucher. La défense a fait sa part également, mais l'attaque a été victime de tellement de revirements, a donné tellement de terrain court aux Bills. Que même si statistiquement Josh Allen n'a pas eu un gros match, ben, les Bills ont sans trop de difficultés finalement passé au travers des Patriots. Euh, Chez les Jets, bon, c'est les Jets, hein, on est rendu là à ce point-ci de la saison. Ils sont minables. Je suis d'accord avec toi, il va peut-être avoir un gros ménage à New York. Je pense que la décision d'Aaron Rodgers à savoir s'il revient ou non, je sais que lui mentionne souvent qu'il veut revenir, mais on verra encore, hein, il y a une grosse saison morte à faire d'ici là. Mais ça va jouer sûrement pour beaucoup à savoir si on ramène ou non le personnel. Donc, écoute, sur qui je vais me pencher? Tu sais quoi, en point d'exclamation pour une dernière claque sur la gueule des Jets, les Patriots vont gagner ce match-là. Ah, je sais pas, je suis tendu. Et moi, je pense déjà que. Est-ce que toi, tu penses que Robert Saleh sera encore de retour la saison prochaine ou pas? Personnellement, Et Bilou. Et euh, Bilou, même. ben, écoute, dans le cas de Bill Belichick, toute l'année, on a dit que non. Puis on dirait que je me dis, sa défense a tellement bien performé, malgré là, les déboires qu'on sait pour l'équipe au grand complet. On voit qu'il est encore capable de gérer une unité défensive. On sait qu'il est encore capable d'en construire, puis qu'il est encore adapté aux attaques de la NFL de 2023, c'est-à-dire son style défensif n'est pas dépassé, il s'adapte encore au nouveau système de la NFL. Tandis qu'en attaque, ben, c'est ça. Il va falloir qu'il trouve de l'aide non seulement pour améliorer son attaque en termes peut-être de coaching, quoique je ne suis pas prêt à acheter la pierre complètement à Bill O'Brien, mais surtout en termes de recrutement. Il ne peut plus occuper tous les postes. Il ne peut plus faire tout ce qu'il faisait pendant aussi longtemps. Donc, est-ce qu'il va rester comme entraîneur-chef? Je ne suis pas en train de te dire à 100% que oui, mais je pense que ce n'est pas impossible que Bill Belichick conserve son emploi avec les Patriots, mais je ne suis pas sûr qu'il va encore prendre toutes les décisions en ce qui concerne le recrutement. Et pour Puis, Saleh? pour Robert Saleh, ben écoute, on dirait que ça m'intrigue un peu le cas Saleh. Si c'était juste de moi,
je passerai un autre appel parce que je trouve que les 2 dernières années, il y a eu un problème de gestion chez les Jets. Décidément, on a attendu trop longtemps avant de faire des ajustements qui auraient peut-être pu sauver la saison, mais on le faisait une fois qu'on avait déjà le dos acculé au mur. Donc, pour cette raison-là, 2 ans de suite, moi, je congédierais Robert Saleh. Ceci étant dit, le cas Rodgers est un peu intéressant dans tout ça. Rodgers a magasiné son équipe quand il a choisi d'aller chez les Jets. Lui, il a décidé de jouer pour Robert Saleh et surtout, c'est pour lui qu'on a amené Nathaniel Hackett comme coordonnateur à l'attaque. Donc, est-ce que les Jets vont les congédier les deux? Est-ce qu'Aaron Rodgers va vouloir jouer si c'est pour d'autres personnes? Donc, moi, c'est le petit cas qui m'intrigue chez les Jets. Mais si on parlait juste, si on effaçait Aaron Rodgers, ce qui est impossible là, de l'équation, je ferais table rase à New York. Ouais, de toute façon, c'est ce que j'allais dire. Je pense que la jurisprudence Aaron Rodgers va avoir un fort impact sur la décision du futur head coach de l'équipe. Ouais, et peu, à côté Patriots, pour moi, il serait temps de changer, mais respect au jeu Bill. Alors, par contre, pour le match, gros match de défense, mais je vais partir sur les Patriots. Allez, j'ai envie de dire un dernier petit coup de la part des Pats Ouais, avant la sortie du Joyeux Bill. ouais, ouais. Euh, second, second match de 19h et gros duel, même si en termes d'intérêt pour les playoffs, ce sera limité. Les Bengals 8-8 face aux Browns 11-5 et assurés d'une place en playoff. Alors, on connaît la FC Nord, jamais rien n'est gagné par avance. Et même si Cincinnati a perdu ces 2 dernières rencontres, est-ce que les Bengals ne pourraient-ils pas emporter une dernière victoire de prestige? Oh mon Dieu, je serais vraiment surpris, honnêtement, à moins que les Browns clouent au banc là, beaucoup de partants en cours de rencontre. Je pense que la balloune s'est dégonflée pour les Bengals, malheureusement. La semaine dernière, on a été dans le coup contre les Chiefs. Là. On avait une chance jusqu'à la toute fin de l'emporter. On a manqué un peu de jus. C'est plate, hein, les performances de Jake Browning au début, de quand il a débarqué comme corps partant, a eu une séquence de victoire, ça s'est bien passé. Puis on dirait que les Steelers et les Bengals se sont recroisés à un même moment. Hein, à un certain moment, on disait qu'ils se sont croisés comme ça. Les Steelers ont plongé vers le bas quand Kenny Pickett s'est blessé. Les Bengals allaient vers le haut avec Browning. Et là, à 2 semaines, 3 semaines de la fin de la saison, on dirait qu'on s'est recroisés dans l'autre direction. Pour les Bengals, oui, c'est dommage. Puis oui, on sait que c'est une équipe talentueuse, mais la vérité, c'est que sans Joe Burrow, est-ce qu'on voulait vraiment les voir en éliminatoire? Est-ce qu'on préfère voir les Bengals sans Joe Burrow ou les Texans de Houston rentrer en éliminatoire? Moi, personnellement, j'aime mieux voir Houston. On dirait que j'ai un meilleur vent de fraîcheur avec Houston, peut-être une opportunité de faire quelque chose de gros, de supplémentaire avec Houston. Peut-être que Houston va perdre au premier match éliminatoire. Ils vont être négligés probablement. Puis je ne suis pas en train de dire que Houston ira au Super Bowl, mais c'est juste de dire que si c'est pour être sans Joe Burrow, ça ne me dérange pas plus que ça de voir les Bengals être absents des éliminatoires. Ah, c'est sûr, si tu me vends ça comme ça, forcément, j'ai envie aussi de partir dans le bandwagon texan, quoi. Non, mais ouais, peut-être une victoire de prestige, je dirais, à l'arraché contre les Browns, comme tu dis. Peut-être qu'ils vont mettre quelques joueurs, quelques-uns de leurs titulaires encore restants Ouais. en santé. En peut-être les mettre pour éviter justement le drame qui, chaque semaine, les secoue encore un peu plus. Mais ouais, ça va être un match AFC Nord. Donc, moi, je vais jouer, allez, je vais jouer l'upset, je vais jouer les Bengals pour une victoire d'éclat. Mais c'est clair que c'est l'année sans pour eux, malheureusement. Hein. Puis, Ben oui, exact, exact. Ouais, je vais y aller avec Cleveland. ok, allez, cette semaine, on est vraiment pas d'accord. Allez, dans la catégorie, pas grand-chose à jouer. Le duel entre les Lions, 11 victoires, 5 défaites, et les Vikings, 7 victoires, 9 défaites et sans quarterback fixe. Ne sera pas le match sur lequel tout le monde aura les yeux rivés, on est sûr. Alors Renaud, on connaît on connaît le côté des deux franchises, à savoir se saborder toutes seules comme des grandes. Vers qui penche ton cœur? Je vais y aller avec les Lions dans le match. J'étais à la description du match Vikings-Packers. Les Vikings jouaient à la domicile, leur dernier match à domicile de la saison. Ils jouaient contre des grands rivaux, les Packers, qui n'étaient pas non plus, qui n'est pas une puissance de la NFL, là, Green Bay. On avait absolument besoin d'une victoire parce que là, on a besoin avec la défaite la semaine dernière, on a besoin d'un gros cocktail. Là. Si on veut participer aux éliminatoires du côté du Minnesota, c'est presque mission impossible. Et on est sorti aussi mou, aussi mauvais. Jaron Hall, il a été mauvais. Est-ce que je peux le blâmer? Non, pour 2 raisons. De un, il a été mis dans une situation impossible. Il avait une séquence et demie d'attaque sur le terrain en carrière dans la NFL. On lui a demandé de gagner un match où on n'avait pas le droit à aucune erreur.
Et la deuxième erreur, c'est qu'on est attendu à la mi-temps pour procéder à un changement pour Nick Mullins, sortir le kid de la mauvaise ambiance, puis de tenter de donner un électrochoc à l'équipe. On l'a fait à la mi-temps, c'était trop tard. Donc, pour le Minnesota, c'est pratiquement mission impossible. Oui, en gagnant le match contre les Lions, on s'accroche à une très, très mince chance de participer aux éliminatoires. Mais je pense que la ballonne a éclaté la semaine dernière pour les Vikings. Donc, pour les Lions, je pense que facilement, là, on va disposer du Minnesota, même si on ne fait pas jouer nos partenaires tout le match. J'aime mieux les Lions que les Vikings. Ouais, et puis Vikings, comme tu dis, sans quarterback, cette année aussi, c'est un calvaire cette année. C'est tout le bonheur qu'ils ont eu l'année dernière, c'est retourné cette année. Donc, effectivement, ça serait vraiment pas leur rendre service. Je vais partir sur les Lions. C'est comme j'ai l'impression de le dire à chaque fois qu'on fait une émission. Détroit a besoin d'une victoire convaincante et surtout juste avant de l'entrée en playoff. Donc, je vais partir sur les Lions. On quitte le Michigan pour le Tennessee. Jacksonville, 9 victoires, 7 défaites, devra absolument gagner face à des Titans à 5 victoires, 11 défaites. Alors, sur le papier, je dis bien sur le papier, on est censé avoir une équipe qui devrait normalement gagner facile. Mais quand tu regardes dans les faits, que ce soit les Titans ou les Jaguars, les deux franchises ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Alors, on a mis quand même tous les deux 3. Renaud, est-ce que selon toi, les Jaguars mériteraient réellement une place en playoff de ce que l'on voit sur les dernières semaines? Parce que en début d'année, on les voyait haut dans la division et quasiment la remporter easy. Et là, finalement, moi personnellement, là, en fin de saison, j'ai plus de questions qu'en début. Je suis 100% d'accord avec toi. Première des choses, qu'en est-il de l'état de santé de Trevor Lawrence? Hein? On en a toujours aucune idée. C'est une blessure à une épaule. Ben, qu'est-ce que ça va faire quand tu vas lancer le ballon, quand tu vas te déplacer sur le terrain? Ça, c'est s'il joue, parce que la semaine dernière, c'était CJ Beathard qui était là contre les Panthers. Bon, c'était les Panthers, donc ça a été pas trop pire pour Jacksonville. On s'en est sorti. Mais tu as raison, il n'y a pas de football intéressant de la part de cette équipe-là en ce moment. L'attaque, on va laisser faire le dernier match parce qu'avec Beathard, évidemment, ben, c'est normal que tu n'aies pas la même identité. Mais règle générale, toute l'année, on a attendu l'attaque des Jaguars. Il y a eu un petit espoir quand ils ont joué à Londres puis quand ils sont revenus là, quelques semaines après. Mais même là, ça n'a jamais été dominant dans la Ligue depuis le début de la saison. Donc, les Jaguars, pour moi, c'est une déception cette année. Même, peu importe, même s'ils gagnent le match de ce week-end, même s'ils participent et gagnent la division, et ils vont avoir donné peur à tout le monde. Les Jaguars devraient avoir gagné cette division-là depuis 3 semaines au moins, être sûr de participer aux éliminatoires. Puis là, présentement, ben, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On n'est même pas assuré encore de participer. Donc, non, pour moi, c'est triste pour cette équipe-là. Admettons que Trevor Lawrence est en uniforme. J'espère qu'on va donner un dernier gros match, qu'on va se donner un momentum avant les éliminatoires, qu'on va se pomper nous-mêmes pour que le premier match qu'on joue en éliminatoire, qui, j'ose croire, va être à domicile parce que si on gagne, on va avoir l'avantage au bris au sommet de la division. Ben, si on réussit à avoir ce championnat de division-là du côté de Jacksonville puis qu'on accueille un match à domicile, comme l'an dernier, rappelle-toi, quand les Chargers étaient allés jouer à Jacksonville, ben, j'espère qu'on peut se donner une dernière petite poussée là, pour avoir de l'énergie pour les éliminatoires. Mais sinon, on dirait que présentement, là, j'ai vraiment pas envie de parier sur les Jaguars, peu importe qui sera leur adversaire en playoffs. Ah, et je me dis même, tu vois, qu'en fait, la note de 3 pour ce match est quand même assez élevée. Ouais, Les mais deux c'est pour franchises l'importance du match. C'est pour l'importance Ouais, du voilà. match qu'il faut mettre un 3 parce que le Bien, spectacle en tant que tel, on s'en fiche un peu. bien rattrapé, bien rattrapé. Écoute, c'est quoi? Je vais jouer l'upset, mais sans être convaincu, je vais partir sur les Titans qui OK. vont réussir à en placer une petite pilule, comme on dit chez nous, histoire que les Jaguars se plantent juste avant, quoi. Parfait. Allons-y avec Allez, ça. allez. Avant-dernier match de la première série, les Saints, 8 victoires, 8 défaites, reçoivent les Falcons, 7 victoires, 9 défaites. Duel ô combien important, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le duel à distance avec les Bucks. Donc Mhm. Renaud, on a mis tous les deux 3. Les deux franchises sont capables de quelques fulgurances de temps en autre. Alors, est-ce que les Saints vont enfin arriver à un bilan positif, sachant que leur coach devrait être reconduit la semaine prochaine? Renaud, est-ce que tu y Euh, crois? ben, je crois aussi. Écoute, présentement, même les Falcons ne sont pas éliminés. Hein. Il y a encore un scénario où les Falcons participent. Donc, si Atlanta gagne le match contre la Nouvelle-Orléans, mais surtout si les Panthers, c'est là que ça va être plus difficile, si les Panthers battent les Buccaneers, ce seront les Falcons qui seront titrés champions de la section sud Mon de Dieu. la nationale envers et contre tous, alors qu'on les croyait tous morts et qui, dans les faits, ils le sont. Là. Puis tu parlais tantôt de Dennis Allen qui pourrait perdre son emploi la semaine prochaine chez les Saints. Ben, Arthur Smith aussi pourrait perdre
d'emploi. Puis, hey, tu sais quoi, j'ai même envie de te dire que même si les Falcons participent au premier tour, puis qu'ils perdent au premier tour parce que, bon Dieu, ils ne gagneront pas, je me demande si on ne va pas quand même congédier Arthur Smith. Rappelle-toi, le propriétaire, il y a quelques semaines, on lui a demandé de faire un vœu de confiance à Arthur Smith. Il n'a même pas été capable de le faire à la caméra. Donc ça, c'est sûr que c'est difficile d'envisager la suite pour Smith avec les Falcons. Tu as remarqué la semaine dernière, en tout cas, je ne sais pas si ça fait plusieurs semaines, mais moi, j'ai remarqué la semaine dernière, il a rasé sa moustache. Peut-être signe d'un vent de changement chez les Falcons d'Atlanta. Personnellement, je vais y aller avec la Nouvelle-Orléans dans ce match-là. J'ai été impressionné par leur performance contre les Buccaneers la semaine dernière. C'était un match important, puis on dirait que personnellement, je ne voyais pas comment les Saints allaient battre les Bucs. Les Bucs jouaient leur meilleur football de la saison. Baker était en feu depuis 2 semaines. Puis finalement, la Nouvelle-Orléans leur a gagné facilement ce match-là. Donc, je vais y aller avec les Saints dans l'affrontement avec les Falcons. Après, les Saints ont quand même profité des problèmes, de la blessure de Baker Mayfield pour remporter ce match-là. Faut pas On oublier ça s'entend, aussi, parce que quand mais rapidement, ils ont pris une avance. Ils ont abordé ce match-là du bon pied, puis c'était l'équipe en contrôle, là, selon moi, sur le terrain. Mais tu as En tout cas, raison. Tu as raison, il y a eu des problèmes avec la blessure de Mayfield. On s'entend que le plus gros fait marquant de ce match-là, pour moi, c'est que les Buccaneers se sont tirés dans le pied plus qu'autre chose. Là. Les revirements leur ont coûté cher. Mais bon, je vais y aller avec les Saints. Même si ce n'est pas l'équipe que moi, je souhaiterais voir en éliminatoire, je vais prendre les Saints quand même. Écoute, moi, personnellement, je vais y aller avec les Falcons. Mais, OK, let's go. Je vais prendre pour les Falcons dans ce match-là. Vu la division, parce que j'ai pas d'autre argument, vu la division, et ça serait normal. Et d'ailleurs, vu qu'on va terminer la première série avec le second duel de NFC Sud, autant faire une bonne transition. Les Panthers, 2 victoires, 14 défaites face aux Bucks, 8 victoires, 8 défaites. Baker Mayfield devrait être présent. Et en toute logique, je dis bien en toute logique, ce match ne devrait être qu'une formalité, mais nous sommes en NFC Sud, et franchement, je rêve, j'espère même secrètement que les Bucks et les Saints perdent leur match pour que le vainqueur arrive avec un bilan négatif. Après, peu importe qui ça soit, mais je rêve que ce soit un bilan négatif, vu les équipes qu'il y a, quoi. Alors, Renaud, match facile ou match piège? Écoute, je pourrais pas aller contre les Buccaneers. Je vais prendre les Buccaneers parce que les Panthers sont vraiment une mauvaise équipe. Mais, j'aimerais tellement voir les Panthers gagner ce match-là, voir les Falcons gagner l'autre match, puis voir Atlanta rentrer. Et là, tout d'un coup, on fait courir, on donne le ballon 25 fois par match à Bijan Robinson, on lance à Drake London. N'importe quel des deux corps arrière, que ce soit Heineke ou Ridder, connaît une performance de fou en éliminatoire. Donc, non, je fabule un peu. Les Buccaneers vont gagner ce match-là assez facilement. Donc, je vais y aller avec eux. Puis pour l'histoire du match en tant que tel, ben écoute, là, les Panthers, est-ce que la saison peut se terminer il y a 5 semaines pour eux? Il est vraiment temps que ça se termine. Ouais. Et puis, soyons fous, Kyle Pitts, 5 réceptions, quoi. Ouais, allons-y. 5, s'il vous plaît. C'est de la fabulation. Rien à Jonnu Smith, rien à Tyler Algier. Allez, soyons fous. C'est la première de l'année, on est fous. Allez, bon, je vais quand même être sérieux, je vais quand même partir sur les Buccaneers qui, normalement, doivent gagner. On attaque la seconde série avec un classique normalement de Thanksgiving. Les Commanders face aux Cowboys. Clairement, j'ai mis la note de 1, toi t'as mis une note de 3. Il va falloir que tu m'expliques le pourquoi du comment, parce que les Commanders, je sais pas. C'est une équipe, à part les achever, je vois pas quoi faire d'autre. Eratom, j'aurais pas dû mettre 3. Je sais pas pourquoi j'ai mis 3. Probablement juste parce que c'est important pour les Cowboys de gagner pour sécuriser le championnat de division. Mais non, écoute, non, ce sera pas un bon match. Les Cowboys vont le gagner facilement. C'est tout. Ouais, je pense aussi, je me suis dit, j'ai lié ça à l'alcool et le nouvel an. Ce sera le dernier match aussi de Ron Rivera à la barre des Commanders. Ouais, avec peut-être Eric Bieniemy l'année prochaine à la barre. Peut-être quelqu'un d'autre aussi, on verra. Dans le cas de Rivera, il n'a pas été embauché par les nouveaux propriétaires. Dans le cas de Bieniemy, il a été engagé par les nouveaux propriétaires, justement. Donc, est-ce que ce sera lui le prochain? En même temps, qu'est-ce que l'attaque de Washington a cassé cette année? Pas grand-chose. On s'entend que la ligne à l'attaque faisait dur.
mais quand même. Donc, ouais, Cowboys dans ce match-là, puis c'est assez sans histoire. Allez, Cowboys easy pour nous deux. Second match de 22h25 ou 16h25, les Chargers face aux Chiefs. Alors toi, tu as mis une note de 1, moi j'ai mis une note de 2. Il faut un match convaincant côté Chiefs, hein. Histoire de clouer un peu le bec à tout le monde. Je vois que ça, parce que côté Chargers, il y a vivement la fin de la saison, quoi. C'est souvent un argument que je dis aujourd'hui, mais c'est vraiment le cas, quoi. C'est vivement la fin de la Ouais, saison. écoute, ouais, On remet écoute, tout à plat, quoi. les Chargers, plus rien à dire sur eux. J'ai juste hâte qu'ils disparaissent de la grille horaire et qu'on ait plus à parler d'eux. Ce qui m'aurait étonné parce qu'auparavant, c'est une équipe que j'aimais bien, mais là, au point où on en est, plus d'entraîneurs, plus de carrière, plus d'espoir, plus rien. Mais dans le cas des Chargers, quelque chose qui est intéressant quand même, c'est que la construction va être quand même importante là, pour le prochain directeur général parce qu'on a renvoyé Tom Telesco. Parce que là, pense-y, bon, Justin Herbert, évidemment, c'est ton corps d'avenir, aucun doute là-dessus. Tu as une chance de gagner tant qu'il va être là. Donc, ça, c'est une grosse étape de déjà réglée pour le nouveau DG. Par contre, si tu regardes autour dans l'équipe, c'est une équipe qui est extrêmement vieillissante. Khalil Mack a eu une très bonne saison statistiquement, mais est-ce qu'il va refaire ça l'an prochain à l'âge où il est rendu? Ben, on verra certainement pas dans 2 ou 3 ans. Joey Bosa, de un, il est toujours blessé. De deux, même quand il est actif, on n'entend plus son nom tellement qu'il est Mm. invisible sur le terrain. Euh, Derwin James commande un gros salaire. C'est un bon joueur, mais dans les faits, est-ce qu'il rend vraiment la défense des Chargers bonne? Ben, moi, je vois pas tant la différence quand il est là. Et si tu regardes en attaque, ben Austin Eckler, c'est un porteur de ballon qui est là depuis plusieurs années. Rapidement, on sait que ça peut dégringoler. Déjà, cette année, il n'a pas connu une grosse saison. Mike Williams, il est toujours blessé, puis même quand il joue un match sur deux, il ne se présente pas. Keenan Allen, c'est un receveur qui est vieillissant, qui en a moins devant lui qu'il en a derrière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de changements à faire dans cette équipe-là. Donc, je suis intéressé par la saison morte que les Chargers vont avoir. Mais il risque d'avoir beaucoup de changements là-bas, ça c'est sûr et certain. C'est tout ce que j'avais à dire sur eux. Si on se penche sur les Chiefs, à ce point-ci de la saison, est-ce que les Chiefs vont changer? Est-ce que les Chiefs vont commencer à attraper tous les ballons envoyés vers eux? Est-ce que les Chiefs vont être capables de compléter des longs jeux de passe? Je pense que non. Il faut vraiment abandonner sur cette version des Chiefs-là qu'on connaissait auparavant, du moins pour le moment. Les Marcus Valdez-Scantling qui a encore échappé des ballons catastrophiques en fin de semaine contre les Bengals. Il ne va pas se mettre à faire des jeux spectaculaires tout d'un coup à une semaine de la fin de la saison puis durant les éliminatoires. Donc, moi, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on va faire pour attaquer chez les Chiefs durant les éliminatoires. Écoute, la défense est excellente du côté de Kansas City, donc on va avoir une chance de gagner nos matchs. Puis Patrick Mahomes est capable de placer le ballon. Maintenant, quand il va avoir un gros jeu à faire en fin de match, est-ce que le receveur va attraper le ballon ou il va l'échapper? C'est ce qui va faire la différence pour cette équipe-là, selon moi, d'ici la fin de la saison, d'ici le moment où ils vont être éliminés ou couronnés champions. C'est s'ils se rendent. Donc, le match, vraiment peu d'intérêt. Je pense que Kansas City va le gagner sans trop de difficultés si les partants jouent tout le long du match. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Bah, écoute, rien à redire, rien à redire. Je pars sur les Chiefs aussi, vivement la fin de saison pour les Chargers, et comme tu as dit, hâte de voir ce qui va se passer de leur côté. Ouais, ça va brasser. On, on poursuit et on reste dans la FC West. Les Raiders face aux Broncos. Encore un match sans réel intérêt. T'as mis une note de 1, j'ai mis une note de 2. Bon, bah, victoire de prestige pour l'une ou l'autre de ces formations. Peut-être une revue d'effectifs aussi, peut-être? Oui, Pense que ça. effectivement. Ben, écoute, l'histoire des Broncos, ça fait quand même jaser. Là. On n'a pas pu se parler la semaine dernière à l'émission, mais quand même, là, le cas Russell Wilson, où on l'a complètement cloué au banc. Enfin, on avait essayé de le clouer au banc il y a plusieurs semaines. Finalement, on l'a fait en disant qu'on ne voulait pas qu'il se blesse et qu'on ait à lui payer, si je ne me trompe pas, c'est 39 millions de dollars US supplémentaires en raison d'une clause dans son contrat. Ça a été beaucoup critiqué. Je comprends pourquoi ça a été critiqué parce que c'est un peu ridicule de clouer un joueur alors que tu avais encore des espoirs de participer aux éliminatoires. Sauf que c'est un montant tellement astronomique que du côté des Broncos, je comprends qu'on voulait pas payer ce montant-là. Visiblement, ce sera la fin pour Russell Wilson avec les Broncos, mais entendons-nous, Sean Payton, visiblement, n'a jamais aimé Russell Wilson. Il l'a planté dès le premier jour du camp d'entraînement avec les Broncos.
Puis oui, on a payé cher pour aller chercher Russell Wilson, mais on a payé cher aussi pour aller chercher Sean Payton après, puis c'est pour gagner des matchs. Donc, est-ce que la meilleure chance des Broncos de rebondir l'an prochain, c'est avec Russell Wilson au poste de corps ou c'est en rebâtissant une nouvelle attaque, en repêchant un nouveau corps ou faisant l'acquisition d'un corps vétéran? Mais je pense que ça va passer par un jeune à Denver. Je pense que la deuxième option est plus sûre. Oui, on va devoir payer cher le fait d'avoir donné un gros contrat à Russell Wilson, mais c'est peut-être d'accepter l'erreur et peut-être une meilleure solution que de s'entêter avec lui au cours des prochaines années. Donc, c'est mon commentaire éditorial sur les Broncos. Chez les Raiders, bah, ce sont les Raiders, la saison est temps qu'elle finisse. J'ai hâte de voir comment ils vont se comporter quand même parce qu'on se rappelle qu'Antonio Pierce, leur entraîneur-chef par intérim, essaie de se magasiner un titre d'entraîneur-chef à temps plein. On sait que les Raiders doivent déjà payer à long terme John Gruden, doivent payer à long terme Josh McDaniels, qu'ils ont eu à congédier bien avant le terme de leur contrat pour des raisons différentes, on s'entend, mais quand même. Donc, dans cette mesure-là, je pense que les chances d'Antonio Pierce sont quand même bonnes. Puis de ce qu'on comprend de ce que les joueurs donnent comme information depuis quelques semaines, ben les jeunes ont l'air de bien aimer Antonio Pierce comme entraîneur. Donc, je déteste pas ses chances présentement là, d'obtenir le poste à temps plein d'entraîneur-chef chez les Raiders. Peut-être que ce match-là là, pourrait être une raison de convaincre là, ses patrons. Ah, écoute, s'il y a bien un truc que j'ai appris avec les Raiders, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, c'est que quand tu es entraîneur intérimaire aux Ouais. Raiders, tu fais des bons résultats, tu n'es pas sur le banc la saison d'après. Non, exact. C'est ce qui est arrivé la dernière fois. C'est exactement ça. Et pourtant, c'est vrai que comme tu dis, quoi, les joueurs prennent du plaisir, il y a quelques résultats aussi. Bah, Ouais. c'est déjà mieux qu'avec Josh McDaniels. Mais bon, je sais pas. Après, comme tu dis aussi, avec le Caps, avec les problèmes de paye justement des anciens coachs qu'ils ont eu, Mhm. peut-être justement, vu qu'il va pas demander grand-chose, je pense, en tant que head coach, il y a peut-être possibilité de, et puis voilà, quoi, ça serait pas une aberration non plus. Enfin, en tout cas, je tomberais pas de ma chaise. Euh, Maintenant, côté Broncos, il va y avoir aussi pas mal, un gros chantier parce que même en termes de receveurs, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, rien. L'attaque, pour moi, c'est un chantier, c'est un gros Ouais. chantier, l'attaque de Denver. Et puis, voilà. Côté Raiders, revue d'effectifs. Après, niveau match, je sais pas, les deux équipes ont fait 2 victoires, 3 défaites lors des 5 derniers. Euh, je vais peut-être partir sur les Raiders, mais je suis pas convaincu, quoi. C'est un match à 50-50. Je vais Je sais aller pas ce que avec, je vais y aller avec les Raiders, mais est-ce que je vais vraiment porter attention à ce match-là? Non. Non, non, puis voilà, normalement, non, les Broncos n'ont plus de chance, je crois, de jouer les playoffs, ou une chance quasi infinie. Mhm. Je crois ils sont à 8-8, il me semble. Ah oui, 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 Non, exact. Non, c'est ça, exact. On oublie, on oublie. non, on oublie. Concentrez-vous plus sur d'autres matchs. Et le match suivant, est-ce qu'il vaudra vraiment plus le détour? Je ne sais pas. Les Giants de New York face aux Eagles de Philadelphie. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe à Philadelphie? Je l'ai posé dans une émission déjà. Je la pose souvent cette question en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe à Philadelphie? Ça s'écroule même contre les Cardinals. Alors certes, ils ont battu les Cowboys. On sait qu'ils ont de bonnes flamèches. Mais bon, aller battre les Eagles, quand même, qui c'est qui était capable de le dire en début de match, quoi. Non, t'as raison. Puis dans le cas des Eagles, ce que je trouve particulier aussi, c'est que, rappelle-toi, ils étaient impliqués au plus fort d'une course pour le tout premier rang dans la NFC jusqu'à tout récemment. Là, quand ils ont échappé le match contre les Cowboys, ça a laissé les Cowboys passer devant eux au sommet de la division. Mais on se disait, écoute, si les Eagles peuvent gagner leurs 3 derniers matchs et espérer que les Cowboys trébuchent quelque part, ben, ils peuvent remporter quand même leur division, avoir des matchs de playoffs à domicile. Puis la fin de calendrier des Eagles, c'était Giants, Cardinals, Giants. All right, rien de plus facile. Tout ce que tu as à faire, c'est gagner ces matchs faciles-là. Puis tu t'accroches à une très bonne chance de terminer au deuxième rang de la NFC. Non, on perd contre les Cardinals à la maison en plus, dans un match où la défense nous a donné un toucher en plus. On s'est fait complètement traverser plus que 200 verges au sol pour les Cards dans ce match-là, avec notamment James Conner. Ça a été minable comme performance. La défense est vraiment pas bonne. On a changé de coordonnateur en défense. C'est Matt Patricia maintenant qui appelle les jeux. Ça n'a rien changé du tout. On se fait traverser à tous les matchs. On dirait que même si le personnel est assez semblable,
Oui, il y a eu des joueurs qui ont quitté, je comprends, mais semblablement, là, il y a beaucoup il y a beaucoup de joueurs de l'an dernier qui sont de retour avec la défense des Eagles, mais on est méconnaissable. C'est pas du tout la même défense que l'an dernier. Et c'est ce qui cause la perte des Eagles présentement. On parle souvent de rentrer fort en éliminatoire, d'y aller avec un bon momentum pour se croire en nos chances, mais les Eagles sont en train de faire tout à fait le contraire. Ils ont commencé la saison 1 pardon, ils ont commencé la saison 10 et 1, et là, si je ne me trompe pas, ils sont 1 et 4 à leurs 5 derniers matchs. Donc, c'est minable là, pour Philadelphie. Ça va vraiment mal en ce moment. Je suis inquiet pour eux en éliminatoire, surtout que là, c'est maintenant, c'est pratiquement fait. Ils vont jouer sur la route. Là. Ah oui, oui, non, là, c'est clairement, je pense que. Ah oui, ils arrivent à battre les Giants. Parce que Washington n'ira pas battre les Cowboys cette semaine. Après, la NFCS, des fois, tu sais, c'est capable de nous sortir vrai, quelques. T'as raison. Et puis, vu la saison. Bon, alors, normalement, le 25 décembre, les Eagles avaient battu les Giants 33-25. Ouais. Donc, normalement, je crois que. C'était un match quand même serré là, pour les deux équipes en présence. Et c'était la dernière victoire sur les cinq derniers matchs. La seule victoire qu'ils ont eu, les Eagles. Ils ont perdu contre les Cardinals, contre les Seahawks, contre les Dallas et contre San Francisco. Bon, côté Giants, je sais même pas qui ce sera. Je crois que ce sera Tyrod Taylor qui devrait être en numéro 1. Oui, non? Exact. Je sais pas si tu as regardé le match entre les Rams et les Giants, mais New York a eu 2 opportunités de gagner. Ils perdaient par 7 points. Ils ont fait un retour de bottée de dégagement pour un toucher dans les 3 dernières minutes ou à tout près de 3 minutes de la fin. Ils ont dit hey, on y va pour 2 pour la victoire au lieu d'y aller pour l'égalité. Puis Tyrod Taylor a joué tellement mou, a lancé une passe avec de la nonchalance. Un jeu facile à Saquon Barkley. Il y avait tout juste à pousser le ballon. Il n'y avait personne autour de Saquon. Ils auraient marqué 2 points, ils auraient gagné le match. Plutôt que ça, ben non, on perd encore par 1. On réussit à récupérer le ballon encore à la toute fin du match. On a une opportunité de botter de placement pour gagner le match. Puis Mason Crosby a raté le placement. Donc, non, chez les Giants, c'était digne d'une série télévisée, là, la manière dont on a perdu ce match-là. Puis on se rappelle que c'était un match extrêmement important pour les Rams. Là. Si les Rams perdaient contre les Giants, c'est le genre de match qui aurait pu les pousser en dehors des éliminatoires. Là, à la place, ils sont plus forts de la lutte, les Rams de Los Angeles. Donc, non, écoute, c'était un gros point d'exclamation sur la saison pourrie des Giants de New York. Et d'ailleurs, les Rams, si je raconte pas de bêtises, oui, les Rams sont officiellement qualifiés en play-off. Ouais, c'est ça. OK, bon, ça a officiellement qualifié les Rams. Mais imagine la catastrophe à Los Angeles si on avait échappé le match contre les Giants, qui, je rappelle, on aurait dû l'échapper. Là. Les Giants ont eu le match 2 fois dans les mains, puis ils ont complètement lancé ça aux poubelles. Et quand tu penses en plus que là, pour revenir au match qui va venir, les Giants, leur seule force quasiment, c'est Saquon Barkley au sol. Exact. Et même là, il n'a pas connu une saison du tonnerre. Là. Ouais, bah, bon, après, il n'est pas aidé. Non, on s'entend, il n'y avait personne pour bloquer, puis il n'y avait aucune option par la passe. Là. On s'entend, je le blâme pas pour ça, mais je veux dire, il n'y a pas eu une saison avec des statistiques extraordinaires. Donc, il n'y a vraiment aucune menace là, du côté du côté des Giants. Darren Waller a été ordinaire au mieux là, cette saison quand il jouait. C'est dommage, hein, je l'adorais ce joueur-là avec les Raiders pendant des années, puis là, ben, les blessures, visiblement, ont eu raison de lui. Mais tu te dis quand même que les Giants ont peut-être, et c'est dingue de se dire ça, ont quand même potentiellement une chance, parce que bon, la dernière fois, ils ont perdu de 8 points, mais que tu vois la défense, comme tu disais, la défense des Eagles s'est fait aplatir la semaine dernière. Là, face à un Saquon Barkley, qui va peut-être vouloir briller parce qu'il avait signé, je crois, qu'un contrat d'un an, qui va vouloir forcément se mettre en évidence. Ouais, exact. En plus, un adversaire de division, donc ils vont essayer d'enfoncer le clou à la maison. Je serais pas surpris. Tu sais quoi, j'ai envie. Allez, bon. On y va-tu avec les Giants? J'ai le goût d'y aller. Allez, c'est le début d'année, on craque. Parfait. On craque, c'est les Giants. 2 fois Giants, s'il vous plaît, monsieur. Match suivant, match intéressant, même s'il n'y a plus vraiment d'enjeu. Les 49ers face aux Rams. 2 belles équipes, 2 équipes qui ont beaucoup de potentiel offensivement parlant. Alors, Christian McCaffrey nous a fait une petite frayeur. À ce qui paraît, tout va bien. Est-ce qu'il va jouer? On ne sait pas trop, parce que d'ailleurs, je crois que les 49ers ont le side 1 assuré, si je ne raconte pas de bêtises. Je ne sais pas si tu peux me le confirmer, Renaud, ou pas. Je te confirme, les 49ers terminent premier dans la nationale. Bon, alors, on va peut-être voir quelques Thibaut Samuel, des joueurs comme ça, peut-être jouer un petit peu, mais je pense qu'ils vont pas non plus
Ouais. se détruire. Côté Rams, je sais pas s'il y a vraiment potentiellement quelque chose encore à jouer. Peut-être le side 5, mais bon, il faut pas vraiment grand intérêt. Euh, Toi, on a mis 4 tous les deux. Tu t'attends à quoi? Parce que bon, on s'attend quand même à un beau match, Ouais. toi comme moi, quoi. Ben, écoute, je veux pas dire n'importe quoi. Je pense que les Rams peuvent encore obtenir, comme tu as dit, le cinquième échelon. C'est quand même la différence entre jouer à Dallas ou à Détroit. Maintenant, bon, écoute. Sixième, 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 oui, sixième. excuse-moi. Oui, Ouais, Les Eagles exact. sont à 11-5, oui. Non, non, excuse-moi, t'as raison, sixième, mais je pensais à c'est ça, la deuxième place wildcard. Bref, ça pourrait changer l'équipe contre qui tu joues entre Détroit et Dallas. Ceci étant dit, je sais que beaucoup de gens vont dire qu'ils préféreraient affronter Dallas que Détroit, mais on a vu Dallas et Détroit jouer contre la semaine dernière. Puis Détroit s'est fait voler par les arbitres un des derniers jeux du match. Bref, la pénalité, vous l'avez sans doute vu. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une équipe pire ou mieux à affronter présentement? Je ne sais pas. Donc, on a mis 4 ballons. Écoute, dans les faits, étant donné que les partants ne seront pas tous là pour les 49ers, et que même du côté des Rams, si le match n'est pas serré ou même si on juge qu'on est confortable avec notre position, est-ce qu'on pourrait décider de retirer les partants du terrain à un certain point? Oui. Donc, bon, ça ne sera pas un match 4 ballons, visiblement, étant donné ces circonstances-là. Par contre, ces deux équipes-là pourraient se retrouver au deuxième tour. Puis ça pourrait être intéressant là, de voir les Rams aller à San Francisco encore une fois. Est-ce que dimanche, c'est une bonne opportunité d'obtenir de l'information sur notre adversaire? Peut-être, en vue d'un autre duel. Lorsqu'ils vont se croiser en éliminatoire, je vais mettre 4 ballons. D'accord. Bah écoute, moi je pense que ça va quand même bouger. J'espère que Mike Shannon ne va pas faire la bêtise de mettre tout le monde à l'arrêt dès ce match-là, vu qu'avec le sideline, j'ai pas reprendre Ben, le même exemple McCaffrey ne sera que pas les là. On Ravens. sait qu'il s'est blessé la semaine dernière, Christian McCaffrey. Donc lui, j'ose croire qu'il verra pas du tout le terrain là, dans le match. Bah, il avait été rassurant, même lui. Mike Ouais. Shannon avait été aussi assez rassurant. Donc bon, est-ce que info, intox, on sait jamais vraiment à 100%. Mais s'il fait juste deux, trois portées pour le fun, quoi, histoire deux, ça serait pas Ouais. mal. Après, Pukanakua, côté Rams, peut battre le Oui, record de yards pour un rookie. ouais, Donc ça en prend pas beaucoup. Je pense que c'est 27 pour 29. 29, 29. voilà. Donc Donc, voilà, ouais, non, il y a quelques petits enjeux, il y a quelques petits enjeux, puis ça reste quand même un match de division, quoi. C'est toujours bien joué de la NFL, comme je le exact. dis à chaque fois, c'est bien joué. Donc il y a du potentiel quand même. Bon après, vous attendez pas non plus un match explosif comme tu as dit, il y a des risques de blessures et tout, mais ça reste un match de division, ça reste un match, un beau petit duel. Donc je maintiens mon cas de ballon et je vais rester sur les Niners, ouais. Je vais pas craquer complètement. Je vais y aller avec les Rams, juste pour prendre contre toi. Oh là, il craque complètement. Il va falloir que je me note là les trucs parce que ça va pas, on va pas aller où, je pense, cette semaine. Allez, on poursuit. Duel ô combien historique. Les Packers de Ouais, Green Bay avec encore une chance d'aller en playoff. 8 victoires, 8 défaites contre les Chicago Bears. 7 victoires, 9 défaites. T'as mis 4 ballons, moi j'en ai ouais. mis 3. C'est pourquoi le côté historique ou est-ce que tu crois vraiment qu'on peut avoir un beau match entre ces deux Non, formations? je déteste quand on justifie l'importance d'un match par une rivalité historique. Ça faisait combien d'années hein, qu'on avait un Bears-Packers à Sunday Night Football qui se terminait avec un écart Oh de mon Dieu. 35 points plus, c'était nul. Cette année, on ne l'a pas eu, mais celui-là va avoir toute son importance selon moi parce que pour les Packers, l'implication est simple. On gagne, on rentre, on perd, on sort. Donc, on a besoin de gagner ce match-là contre Chicago. On va être à domicile en plus. Et les Bears, ben, comme ce sont des grands rivaux des Packers, mais surtout, les Bears jouent vraiment bien depuis quelques semaines. S'ils avaient joué comme ça tout le long de la saison, c'est peut-être eux qui seraient en train de disputer un match que s'ils l'emportent, ils peuvent participer aux éliminatoires cette semaine. Justin Fields s'est amélioré. Je ne sais pas si on va conserver Justin Fields comme corps partant parce qu'on le sait que les Bears, là, à moins que d'un miracle des Panthers, vont avoir le tout premier choix au repêchage. Euh, Ceci étant dit, est-ce qu'ils vont vouloir continuer avec Justin Fields? Ou est-ce qu'ils vont vouloir se tourner vers Caleb Williams? Justin Fields, il doit tout donner là, s'il veut conserver son emploi à Chicago présentement. Mais je pense que Matt Eberflus, lui, l'entraîneur-chef, il a déjà assuré son emploi pour l'an prochain. J'en parlais avec Didier Arméjus, mon collègue à NFL Red Zone à RDS. Puis Matt Eberflus, rappelle-toi, on a investi beaucoup de sous durant la saison morte pour mettre des joueurs sous contrat.
Puis en début de saison, ça paraissait pas du tout. Ils avaient l'air aussi mauvais que l'an dernier, la défense des Bears. Mais depuis quelques semaines, je te dirais depuis la semaine de congé, puis depuis que Justin Fields est revenu au jeu, cette équipe-là s'est beaucoup améliorée. Ils sont plus coriaces, ils donnent des gros matchs à des bonnes équipes. Ils ont battu les Lions une fois. Ils ont tenu tête aux Lions, puis ont mené contre les Lions pas mal tout le match lors du premier des deux affrontements. Le deuxième, c'est celui où ils ont gagné. Donc, quoi de mieux pour terminer l'année à Chicago que de barrer la route aux bons vieux rivaux des Packers de Green Bay. Donc, je pense que ça va être un bon match. Je vais y aller avec les Packers à domicile, mais quand même, j'aimerais ça voir les Bears montrer les dents et qu'on ait un bon match. Écoute, de mémoire, je crois que l'année dernière, les Packers sortent, enfin, ne passent pas en playoff. Parce que les Lions les ont battus. Ouais, les Lions les ont battus le dernier match. Exact. J'avais Dans pas la même situation. voilà. Je sens, tu vois, un scénario comme ça. En plus, les Bears attendent qu'une chose, c'est les bouffer. C'est les bouffer, sachant d'ailleurs que lors du dernier match, donc c'était le 10 septembre, c'était le premier match de la saison, les Packers avaient remporté 38-20. Comme tu le dis justement, et pour moi, c'est la raison principale pour laquelle les Bears sont de retour en premier plan, c'est la défense. Ouais. C'est la défense. Ils sont numéro 1 quand même contre la course. Ils sont numéro 1 au niveau des interceptions. Ils en ont 22 au total. Il y en a 16 qui ont été faits sur les 6 derniers matchs. Je sais pas si on se rend compte. Non, j'avais les stats avant pour l'autre émission. Là, je les ai plus malheureusement sous les yeux. Mais il y avait, je crois, 4 interceptions, 3 interceptions, 2 interceptions, 4 interceptions. Bon, après, certes, c'était contre des Vikings et des équipes comme ça. Mais non, ils sont en ce moment, ils sont en train de revenir en force. On en avait déjà parlé, je crois, dans cette émission. Et pour moi, je pense que ça va. J'ai l'impression qu'on va revenir à nouveau au même principe de Chicago, comme d'habitude. Le quarterback ne va pas performer réellement et tu vas avoir une équipe qui va être menée par sa défense, comme à chaque fois côté Chicago. Je pense que ça va être malheureusement, ça va être ça, quoi. OK, si donc tu vas y aller avec les Bears? Je vais y aller avec les Bears. J'ai envie de croire parce que je sens qu'ils sont capables et qu'ils vont pas se gêner pour ajouter un clou au cercueil des Packers et les enfoncer avec un bilan similaire de 8 victoires et 9 défaites. Parfait, moi j'y vais avec les Packers. Allez, oulala, sinon aujourd'hui on s'entend pas. Dernier match de la seconde série, les Cardinals face aux Seahawks. Alors, bon, les Seahawks ont encore une petite chance de participer aux playoffs. Les Cardinals, aiment bien s'offrir quelques scalps, les Cowboys notamment, les Eagles la semaine dernière. Une équipe à 4-12, mais 4-12, je trouve que c'est pas très justifié. Les Seahawks, ça a encore perdu. Ça a pris 30 points face aux Steelers la semaine dernière. Toi, t'as mis 3, moi j'ai mis 4. Tu t'attends à un beau match quand même, quoi? Ouais, écoute, on parlait d'emploi à perdre ou à gagner là, pour Justin Fields et Matthew Eberflus à Chicago. Mais dans le cas de Kyler Murray, c'est un peu la même histoire en Arizona. Lui, il a son gros contrat, mais c'est pas la nouvelle direction qu'il l'a choisi. C'est pas son entraîneur qui l'a choisi. Il a été imposé à l'équipe. Puis depuis qu'il est revenu, il n'a pas été dominant, mais quand même, il a offert du bon football aux Cardinals qui, on s'entend, n'ont pas une bonne équipe sur le terrain. Règle générale, la défense qui donne pas match après match une occasion à l'attaque de gagner. Donc, ça, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais on vient d'une grosse performance contre les Eagles. Puis comme je l'ai dit tantôt, le jeu au sol est allé chercher plus que 200 verges au sol. Donc, il y a quelque chose à construire du côté de l'Arizona. Puis, on en parlait tantôt avec les Bears, mais ce sont des grands rivaux des Seahawks. Ils peuvent complètement leur barrer la route des éliminatoires en les battant. Ils sont à la maison en plus. On veut bien terminer la saison devant les partisans. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à suivre chez les Cards. Chez les Seahawks, je m'excuse, mais la semaine dernière, là, Pete Carroll n'a pas aidé son équipe. On a perdu contre les Steelers. On a marqué des points là, à la fin. Puis au lieu de botter, alors qu'on avait 2 temps d'arrêt, au lieu de botter le ballon dans le fond, puis d'arrêter les Steelers en utilisant nos 2 temps d'arrêt, on a essayé un botté court, ce qui faisait que les Steelers étaient déjà en position tout près d'ajouter 3 points puis de mettre fin au match. Donc, j'ai pas aimé la gestion de Pete Carroll. Il s'est justifié lors du point de presse. Je suis juste pas d'accord avec sa justification. Donc, je vous invite à aller l'écouter là, si vous l'avez pas encore vu. Mais non, t'as raison, ça va être un bon match. Puis j'aurais dû mettre 4 ballons là, sur celle-là comme toi. Tu sais quoi, contrairement à ce que j'ai fait avec les Packers, que je mettais gagnant pour rentrer en éliminatoire, je vais mettre les Cards gagnants cette fois. Ils vont complètement gâcher la fête des Seahawks. C'est un match pas évident. D'ailleurs, en octobre, les deux équipes s'étaient affrontées pour le match aller. Seattle l'avait emporté 20-10. Bon, la mouvance n'était pas un peu différente. Ça se joue en Arizona.
Ça va être âpre, ça va être serré. Mais je vais partir sur les Seahawks quand même. Allez, on va jouer sur le côté motivation Mhm, par Pete mhm, Carroll mhm. et la victoire, quoi. Mais OK. ouais, non, ça peut être un beau petit match accroché. Et on termine par le match, l'affiche de la semaine, c'est en miniature d'ailleurs, Ouais. les Miami Dolphins face aux Bills de Buffalo. Match pour la première place pour le titre de la division AFC Est. Qui l'a cru? Renaud. Ouais, qui l'a cru, qui l'a cru. Renaud, on est d'accord, c'est l'affiche de la semaine déjà, pour commencer. Ah oui, bah, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceci étant dit, est-ce que le match sera bon? Je suis pas prêt à le certifier encore. Raison simple. Je suis inquiet pour les Dolphins, Jack. Je dois te Moi l'avouer, là. aussi, moi aussi, Ils ont mené pareil. la division du début à la fin. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, c'était fait. Les Bills étaient éliminés dans la tête de tout le monde. Ils avaient un parcours difficile en plus. Les Chiefs devant eux, les Dolphins devant eux, les Cowboys devant eux. Et puis non, les Bills ont gagné tous leurs matchs. On ajoute à ça celui contre les Patriots le week-end dernier, celui contre les Chargers il y a 2 semaines. Et là, Buffalo pourrait terminer au deuxième rang de l'AFC avec une victoire combinée là, avec un peu de chance là-dedans aussi, mais quand même, là, il pourrait à tout moins remporter la division sur le dernier match de la semaine. Et en ce moment, avec la dégelée que Miami a pris la semaine dernière contre Baltimore, je sais qu'ils ont battu les Cowboys la semaine précédente, mais quand même, avec la dégelée qu'ils ont pris contre Baltimore, même si le match est disputé à Miami, on dirait que j'ai de la misère à faire confiance à cette équipe-là. En plus, les Bills donnent toujours de la difficulté aux Dolphins. Puis, de un, on est au mois de janvier, donc la température n'est pas aussi intense en Floride qu'elle l'est en septembre. Mais en plus, le match va être en soirée, donc ce sera, je dis pas un facteur, au sens que ça va être une température beaucoup plus clémente et agréable. Ce ne sera pas quelque chose d'énormément étouffant. Je ne peux pas croire que je vais faire ça, mais je vais prendre les Bills. Ah, c'est vrai qu'en fait, on se hype pour le match, mais en fait, quand on y pense, quand tu vois ce que ça a donné le match des Dolphins face aux Ravens, quand tu vois la prestation de Josh Allen lors de son dernier match face aux Patriots, qui était aussi assez risible. Mm-hmm. Alors ouais, les Bills sont revenus, mais est-ce que c'est plus les Dolphins qui les laissent revenir, j'ai envie de Ah dire. En ouais, plus, tu on vois, s'entend là-dessus. Hein. en, On s'entend là-dessus. en- en plus, je suis désolé de te dire ça, mais là, je viens de me Le match rappeler contre donc les Titans, le match le contre les match contre Titans les vient faire la Titans. différence. Là. Puis aussi, comme tu disais, le niveau historique, et puis même bah là, cette année, quoi. Ouais. Le 1er octobre, ils s'étaient affrontés la première fois. Buffalo avait mis une dégelée à Miami, 48 à Complètement. 20, quoi. Puis Donc, c'est un match qui, dans ma tête, ressemblait beaucoup au match qu'on a vu la semaine dernière contre les Ravens. C'est-à-dire que Miami tenait tête au début, on y allait coup sur coup. Puis rappelle-toi, Miami pouvait prendre les devants 14-7 dans le match contre Baltimore. Puis Tyreek Hill a eu un ballon dans les mains dans la zone début. Il l'a attrapé, puis le ballon a juste rebondi dans ses mains. Miami a dû se contenter de 3 points. Puis à partir de là, Baltimore a juste mis le pied sur le champignon, puis ils sont allés dans le fond. Ils ont complètement éclaté les Dolphins à partir de ce moment-là. Euh, Autre truc à noter du côté de Miami, il y a quelques semaines, au match de Black Friday contre les Jets, ils ont perdu Jalen Phillips pour le reste de la saison. Et là, la semaine dernière, alors que le match ne comptait plus, il était pratiquement terminé, Bradley Chubb, qui est sorti sur lui aussi sur la petite voiturette, saison terminée, ça vient faire vraiment mal. C'était deux plus gros chasseurs de corps qui sont tombés au combat. Et Xavier Howard a quitté en voiturette aussi le match. Donc, pour Miami, là, ça va devenir extrêmement difficile. Il va manquer beaucoup de morceaux. Est-ce qu'ils peuvent battre Buffalo dans le match de ce week-end? Oui, ils peuvent les battre. Ceci étant dit, on dirait que je suis de moins en moins certain que cette équipe-là peut faire un parcours en éliminatoire parce que là, ils commencent à manquer des gros morceaux et déjà, on avait des points d'interrogation sur eux avant qu'ils perdent ces gros morceaux-là. en plus, t'as Waddle qui est souvent blessé ou que tu entends qu'il Exact. est Tyreek Hill qui a une en cheville en réserve. dolorie. Ouais. Non, Voilà, t'as voilà. raison. Bah, même si ça reste quand même Tyreek Hill. Après, je vais quand même te donner allez, on va dire un motif d'espoir. Ça se joue à Miami. Ouais, Miami à domicile, c'est 7 victoires, une défaite. exact. Buffalo à l'extérieur, c'est 3 victoires, 4 défaites. T'as raison. Mais la défaite des Dolphins à la maison était à heure de grande écoute le soir contre les lamentables Titans du Tennessee dans un match qu'ils auraient dû gagner, qu'ils ont bousillé à la toute fin. Donc, non, tu sais quoi, c'est plate à dire, mais je suis pas capable de faire confiance à cette équipe-là. Puis je les ai défendus toute l'année, même quand ils Pas perdaient pareil. contre des grosses équipes. Mais à ce point-ci, les blessures, on dirait que c'est vraiment la cerise sur le Sunday. Là. Je suis pas capable de faire confiance aux Dolphins.
Bon, après, je vais te rassurer. Buffalo a gagné donc contre New England de 6 points, contre les Chargers de 2 points. Mhm. Bon, ils se sont pris une dégelée contre Dallas. Ils ont gagné de 3 points contre Kansas City, puis ils ont perdu de 3 points contre les Eagles. Donc, oui, ils gagnent, mais c'est pas forcément toujours Non, ça c'est vrai. explosif. Ça c'est vrai. Puis Donc, Stephon Diggs a connu une deuxième moitié de saison, même un peu plus que la deuxième moitié de saison. Très, très, très difficile. Donc, non, je suis d'accord. L'attaque des Bills n'a rien fait là, ou presque contre les Patriots le week-end dernier. T'as raison, là, les Bills, c'est pas une équipe où tout est au beau fixe. Mais bref, hey, on l'a mis 5 étoiles pour 5 ballons pour une raison ce match-là. Ça va être le match de la semaine. parce que bientôt on va tomber à 1 étoile. Bon, alors maintenant, donc du coup, tu pars sur les Bills alors, ou est-ce que je t'ai rassuré un peu et tu pars sur les Dolphins? Non, par honneur, je vais y aller avec les Dolphins, mais je suis pas confiant du tout. D'accord, bah écoute, je t'avoue, je suis pas confiant non plus, ils m'ont fait un peu descendre un peu aussi. Allez, mais je vais quand même croire aux Dolphins. Je vais quand même croire en mes dauphins que j'ai annoncé au Super Bowl cette année. Oh, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je les avais annoncés, je maintiens, même si j'ai un peu mal en ce moment, je maintiens. En tout cas, ça devrait être le match et ça se passera donc à 20h15 lundi soir chez vous. Non, pardon, c'est Sunday night. Sunday night, pardon. Exact. Il n'y Donc aura plus de match 20h15 le lundi. oui, sur la côte Est et donc 2h15 chez nous. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bah, Renaud, d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver cette semaine? Est-ce qu'on peut te retrouver en Red Zone? Est-ce que tu peux te retrouver sur un match en particulier? Dis-nous tout. Ce sera sur NFL Red Zone pour moi ce week-end, donc dimanche. Tu l'as dit tantôt, là, c'est une cédule assez particulière. 6 matchs à 13h et 7 matchs à 16h. Moi, je t'avoue, j'aime ça quand j'aime mieux les plages horaires pleines. Puis la semaine dernière, c'était la seule fois de l'année qu'on a eu ça. C'était 10 à la première fenêtre et 3 à la deuxième. 3 à la deuxième, ça roule pas assez vite à mon goût. 6 et 7, ça va être parfait. Bon, après, c'est plus facile à commenter aussi d'un côté, quoi. T'as moins d'écran à regarder en même temps, Ouais, quoi. mais je te rappelle qu'il y avait un match Broncos-Chargers qui était complètement ennuyant et inutile à l'horaire. Ah, ça fait plus que Non. deux. Ouais, exact, exact, exact. Voilà, donc si vous voulez suivre Renaud, ça se passera sur le NFL Red Zone sur RDS. Bah écoute Renaud, merci à toi d'avoir été toujours présent. Ben, merci à toi. On va se retrouver certainement là, pour les playoffs, j'espère. Oh que oui, 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 on se retrouve, ça sera plus facile, ça sera plus léger parce que bon, il y aura quoi? Il y aura 6 matchs, Ouais, donc on ouais. pourra vraiment décrypter plus. Et puis je pense que on proposera, même si je n'en ai pas encore parlé, réellement, mais j'ai une idée de comment on va présenter OK. les finales de conf et le Super Bowl, histoire de. Donc voilà, on vous en dit pas plus. On vous souhaite une bonne fin de semaine, on vous souhaite 2 bons matchs et on vous souhaite encore une fois une bonne année. Et sur ce, ciao la team! Salut tout le monde.